1, 2, ça semble fonctionner. Alors, après ces petits pépins techniques, tout le monde est maintenant bien installé. Alors, je suis Jacques White, directeur de l'École d'architecture, la plupart d'entre vous connaissent. Donc, bienvenue, et je m'adresse avant tout aux finissants. C'est votre soirée ce soir, on est là pour vous. Je vois des plus anciens finissants qui se souviennent, qui étaient déjà finissants aussi un certain jour, des gens qui accompagnent. Fait que je vous salue tous et je vous souhaite la bienvenue. Il y a beaucoup d'événements marquants quand même en 5 ans d'école d'architecture. Les deux plus importants sont peut-être la rentrée et la sortie de l'école d'architecture. Alors, on en a un ce soir, parmi les plus importants. Pour les autres, vous en avez des personnels, on ne va pas en parler ce soir. Donc, on a une soirée qui va se dérouler en 3 actes. Il va y avoir la conférence de notre président d'honneur, Louis Télemé, que je salue et que je remercie au passage. Il va y avoir ensuite un vernissage, un moment libre pour aller voir les projets. Les instructions vont vous être données pour savoir comment les trouver, si vous ne les avez pas déjà trouvés. Et puis, le retour à 20 h, mettez bien vos montres à l'heure. Tout le monde bien installé à 20 h, commencez à revenir un peu à l'avance pour qu'on puisse donner les récompenses, signifier nos encouragements et puis prendre des photos, bien sûr. Puis nos donateurs qui sont dans la salle aussi vont vous accompagner tout le long de cette soirée. Ils auront l'occasion de se présenter sur la salle à partir de 20 h. Alors, pour ne pas prendre trop de temps, parce que c'est le conférencier que vous êtes venu entendre, donc je passe la parole à Audrey Morancy qui va faire la présentation du conférencier. Bonne soirée. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Audrey Morancy. Ce soir, j'ai l'honneur de représenter les finissants de l'École d'architecture pour animer sporadiquement la soirée. Donc, en commençant par vous présenter notre président d'honneur et conférencier invité, M. Louis Télemé. Il y a 20 ans, il prenait les rênes de la firme Architecte Lemay et Associés, fondée en 1957 par Claude Leclerc et son père, Georges Lemay. 60 ans plus tard, la firme est reconnue mondialement pour être un chef de file en service intégré de conception de l'environnement bâti. Leurs projets sont représentatifs d'une grande habileté à allier contexte urbain, architecture, ingénierie, design intérieur et même image de marque. Ce soir, à titre de président d'honneur de la soirée des finissants de l'École d'architecture, M. Lemay va nous présenter le parcours exceptionnel de la firme. Je laisse donc la parole au principal intéressé, M. Lemay. Merci. Je suis accompagné de la boursière 2016, puis elle a de multiples talents. C'est elle qui a résolu le problème informatique. Donc, elle se tient près de moi. Je suis très fier d'être ici avec vous ce soir, dans cette magnifique chapelle. Ça me donne un avant-goût de ce qu'aurait pu être ma vie si j'avais été curé plutôt qu'architecte. Et puis j'en parlais avec Jacques White tout à l'heure, finalement, les années se suivent et se ressemblent. Tout ce qu'on voit ici, c'est du toc, c'est de la peinture sur de la tôle. C'est qu'encore, il y a 100 ans, on avait des problèmes de budget, puis on ne les a pas réglés encore, comme dans tous nos projets. Je suis fier parce que mes années à l'École d'architecture ont été probablement parmi les meilleures de ma vie. Et probablement parmi les plus animées aussi. L'école a façonné ma vie. Puis j'aimerais ça, ce que je voudrais faire ce soir, c'est partager avec vous mon parcours, celui de notre firme, et pourquoi j'ai la ferme conviction que nous exerçons le plus beau métier du monde. Je vais comprendre d'abord qu'avant d'entrer en architecture, j'ai étudié en génie civil à McGill. Si je suis allé à McGill en génie, c'était pour 2 raisons. La première raison, c'est que j'étais unilingue francophone et je me suis dit que ce serait une bonne façon d'apprendre l'anglais, aller dans une université anglophone. La deuxième, c'est qu'aucune université au Canada m'avait accepté en architecture. C'est que j'ai effectivement appris l'anglais, mais au prix de très médiocres résultats scolaires. Ce qui n'a pas aidé ma candidature en architecture. Je n'étais pas parmi les derniers, j'étais le dernier.
Finalement, le Saint-Esprit a exaucé et j'ai réussi à être accepté à Laval. Mais passer d'un milieu scientifique anglophone en architecture à Laval fut un profond choc. Mais un choc positif qui a transformé ma vie. J'ai compris le premier jour que je me plairais quand notre professeur, Alexis Ligoun, nous a invités à nous asseoir en rond à l'extérieur, sur la pelouse, et à partager avec nos 10 confrères qui nous étions et pourquoi nous voulions devenir un architecte. C'était très différent de la classe de 120 personnes dans l'amphithéâtre à McGill, où un professeur d'origine indienne déballait la matière scientifique dès le premier cours dans un anglais que même Shakespeare a eu de la misère à comprendre. Imaginez l'unilingue francophone. Donc, à Laval, pour la première fois de ma vie, j'ai aimé l'école. Je venais de trouver ma passion. Ma maison était l'école. J'ai passé beaucoup de temps à développer les projets. Je vivais dans l'école. Aussi, avec les amis, on prenait le temps de discuter d'architecture et de ce qu'on pourrait faire pour améliorer notre qualité de vie d'étudiant. Bière dans le frigo, café étudiant dédié, stage en Europe, faire les meilleurs parties du campus et aussi revendiquer nos droits. Pouvez-vous lever la main, ceux qui savent ce qu'est un glue gun? Okay. Je ne parle pas de l'outil pour faire des maquettes en carton. Un glue gun, c'est un revendicateur anonyme qui pose des gestes subversifs pour manifester à peu près contre n'importe quoi, mais surtout pour améliorer la condition des étudiants. Les glue guns existaient quand je suis arrivé à l'école. Avec mes confrères, dont un assis juste en avant ici, Mario Lafont, nous avons élevé le mouvement jusqu'à devenir l'intervenant principal de négociation avec la direction. Et pas toujours de façon orthodoxe. Par chance, nous avions le support tacite du directeur de l'époque, Takashi Nakajima. Mais ce que j'ai appris de plus important à l'école, c'est la conviction que si on y met l'effort requis, l'architecture peut aider à changer le monde. Et c'est ce que je souhaite à tous les finissants. Notre firme célèbre 60 ans d'histoire cette année. C'est un exploit. Mon père a fondé la firme en 1957 dans le sous-sol du duplex où je suis né. Les premiers projets étaient des écoles, des caisses populaires, des églises. C'était le marché des architectes francophones, qu'on appelait alors les Canadiens français. Lorsque je me suis joint à la firme en 1984, nous étions une vingtaine, ce qui était quand même un grand bureau à l'époque. J'avais l'ambition de faire de la firme un leader, mais je n'avais aucune idée comment faire. L'objectif était de faire connaître le talent québécois à l'extérieur du Québec et de faire participer les professionnels d'ici sur des projets à l'étranger. Donc, canaliser le talent québécois pour avoir un impact hors Québec, générer des dollars hors Québec et les investir ici. Et c'est ce qui nous a toujours motivés à travailler à l'extérieur du Québec pour exporter notre talent, faire connaître le Québec et être fiers de ce qu'on fait. Aujourd'hui, la firme a des bureaux dans les principales villes canadiennes, Québec, Montréal, Toronto, Calgary et Edmonton depuis 2 semaines. Nous avons également des bureaux à New York et à Haïti. L'environnement... Oups. Ça a changé vite. Ah, c'est bon. L'environnement professionnel a beaucoup changé depuis que j'ai gradué de l'école. Il n'y avait pas d'ordi quand moi je suis sorti de l'école.
Aujourd'hui, les projets sont de plus en plus complexes. La connectivité permet de travailler partout sur la planète en simultané quand ça fonctionne. Les contraintes sont plus importantes que jamais. Le monde est en totale mutation. On se doit de comprendre les enjeux actuels afin de trouver les meilleures solutions pour demain. L'architecte est privilégié. Il crée les environnements de vie de demain. Il a un impact majeur sur la qualité de vie des humains. Peu d'individus ont autant d'impact. Ce privilège vient cependant avec des responsabilités. On doit participer à améliorer notre environnement de vie, une responsabilité assumée en toute humilité. J'aimerais partager maintenant avec vous quels sont, selon moi, les plus importants facteurs qui vont influencer notre vie et pourquoi je crois que l'architecte est l'acteur privilégié pour jouer un rôle déterminant dans le monde de demain. Ça, c'est un architecte préhistorique. À l'époque, la planète est infinie. Non. Attends. Je vais te le dire. Ça va? Bon. On n'a pas pratiqué notre jeu de pied parce que rendu à la fin, ça va bien aller. Donc, la planète est infinie. Quand j'ai commencé à pratiquer, ou avant moi, la planète n'avait pas de limite. On pouvait faire tout ce qu'on voulait. C'était infini. Les architectes ne se préoccupaient pas de l'environnement. Ce n'était pas un sujet, ce n'était pas important. Parce que quand il n'y en avait plus, il y en avait d'autres. On sait aujourd'hui que la planète, elle a une fin, que les ressources sont limitées. Donc, les principaux enjeux auxquels on doit faire face, il y a l'urbanisation. L'urbanisation, aujourd'hui, il y a 70 ans, 80 de la population mondiale vivait en campagne. Aujourd'hui, 80 vit en ville. On prévoit que les populations de villes s'accroîtent de 180 000 personnes je suis mal placé, là. À chaque jour, excusez. Là. Donc, l'urbanisation a un impact direct sur la qualité de vie et comment on va traiter cette situation-là. Un autre enjeu, la démographie. La population de la planète s'accroît et s'accroît à un rythme encore plus effréné dans les régions où est-ce qu'on a moins de moyens pour trouver des solutions. Dans très peu de temps, dans le même salon, on va être 9 milliards. Puis toujours avec les mêmes ressources. L'autre enjeu qui est l'énergie. Comment faire vivre tout ce monde-là, transporter tous ces gens-là? L'énergie est une source, un enjeu considérable, sachant qu'on a une certaine limitation. Et on estime que 3 fois plus d'énergie vont être consommées par 2050. Donc, on doit trouver des solutions durables à cet enjeu-là. L'eau potable. Il y a près de presque 3 milliards de personnes dans le monde aujourd'hui qui n'ont pas accès à l'eau potable. Puis l'eau, on sait, c'est une source principalement pour être capable de vivre. On a un enjeu planétaire avec l'eau. Les déchets. Les déchets, ce qui est incroyable, c'est que presque
tout ce qu'on utilise, ce qu'on achète, 80% est jeté. Les emballages, tout. Et la consommation des objets, de tout ce qu'on consomme, qu'on achète, qu'on utilise, 99% est jeté après 6 semaines. Donc, on a un enjeu considérable avec la gestion des déchets. Et la pauvreté. La pauvreté, bien, c'est heureusement pour nous, ça nous touche moins ici, mais c'est quand même, ça touche environ 4 milliards de personnes à travers le monde. Donc, si on veut continuer dans les prochaines années, si on veut, comme l'humanité progresse, on doit trouver des solutions à ces facteurs de changement importants. L'architecte, par sa créativité, sa connaissance pluridisciplinaire, artiste, technicien, sociologue, visionnaire, peut jouer un rôle prépondérant pour façonner le monde de demain. Je vais maintenant présenter comment, dans notre firme, à travers quelques projets, on tente de trouver des solutions à certains de ces enjeux-là. Phoenix. Bon, attends, juste avant de partir. Donc, là, ce que je vais présenter, un court vidéo, j'espère que ça va fonctionner. Tout à l'heure, ça ne fonctionnait pas. Qui est la première chose qu'on s'est dit, c'est qu'il faut prêcher ce qu'on croit et le faire. Donc, nous avons regroupé dans notre bureau dans un environnement de travail qui a voulu être représentatif un peu de ce qu'on croit puis ce qu'on veut appliquer comme stratégie. Puis, je vais vous présenter cette vidéo-là. Tu peux changer ça?
Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est un laboratoire d'expérimentation pour avoir un bâtiment net zéro. On veut avoir une empreinte écologique positive. Donc, on essaie des trucs. Il y en a qui fonctionnent, il y en a qui ne fonctionnent pas. Notre intention, c'est de pouvoir le diffuser. Puis, au niveau des façons de travailler, on a essayé de développer des façons de travailler spécifiques des environnements. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire dans le bureau. Et après, je vais vous présenter certains projets qui essaient de donner des réponses à des enjeux que j'ai énoncés un peu plus tôt. Ça, c'est un projet en Algérie. C'est une nouvelle ville, El Menia, près de Constantinople, qui était un concours international. Puis le mandat, en fait, ce que les gens de la ville, Constantinople, c'est une ville historique, patrimoniale, UNESCO, qui date de 3000 ans. Puis les autorités voulaient un développement de banlieue. Ils avaient visité les États-Unis, puis ils trouvaient ça vraiment beau. Chacun son bungalow, puis c'est ce qu'ils voulaient. Puis nous, on leur a proposé quelque chose de complètement différent, c'est-à-dire basé sur la tradition algérienne, comment les gens vivaient historiquement, appliqué avec les technologies d'aujourd'hui, comment on était capable de créer une nouvelle ville qui reflétait le caractère dans lequel les Algériens étaient habitués de vivre. Donc, d'avoir des bâtiments, la ville orientée à travers les cours, les jardins, des bâtiments avec les jardins centraux sur la rue, des faces plus opaques, puis de se servir des arabesques en périphérie du projet pour venir créer les limites, parce que c'est sur une colline. Donc, le langage, justement, arabesque qui vient faire la définition de la ville. Donc, on voit ici la vieille ville en bas à droite, la nouvelle ville en haut à gauche sur deux promontoires reliés par téléphérique. Puis l'objectif, c'est de faire une ville qui avait le moins de véhicules possible, donc d'avoir des transports par système électrique, puis de créer des lieux où est-ce que les résidents pouvaient, à l'intérieur de 10 minutes de marche, avoir accès au marché, à l'école, à la mosquée, puis aux services publics. Donc, qu'ils soient capables de tout faire à pied pour ne pas utiliser les voitures. Donc, on a ici une vue aérienne de la ville avec les cours intérieurs des bâtiments à travers duquel c'était tout organisé. Puis l'idée aussi, c'était de prendre la plus petite empreinte de terrain possible, d'augmenter la densité, pour permettre les déplacements piétonniers, mais aussi pour ne pas toucher au désert autour, le moins possible. Bon. Ça, c'est vu de la vieille ville historique, la nouvelle ville de l'autre côté. C'est quand même assez désertique, mais le désert a aussi beaucoup de caractéristiques environnementales, il faut le préserver. Un autre projet qui est presque dans la même région, encore en Afrique du Nord, ça c'est au Maroc. C'est un autre concours international. C'est le développement des berges de Casablanca. Ce qu'on voit à droite, un peu comme une flèche, c'est la mosquée, la nouvelle mosquée du roi du Maroc. Puis toutes les berges entre la ville, on voit la ville, on voit l'eau, mais ça, c'est comme présentement, c'était un no man's land, il n'y avait rien. C'était complètement abandonné. Il y avait comme une espèce d'autoroute, puis entre l'autoroute et la mer, c'était rien. En fait, c'était un dépotoir. Tous les rejets étaient là. Puis, ce qu'on a proposé, c'est 5 km de long, toute la berge. Donc, ce qu'on a proposé comme solution, c'est de créer un aménagement qui est aménagé selon des strates, comme la culture marocaine, avec des jardins, avec différents types de jardins stratifiés, et des passages qui traversent, qui relient la mer avec la ville pour permettre aux citoyens d'avoir accès à l'eau, parce que présentement, ils n'ont pas accès à l'eau. Donc, c'est une vue aérienne. Ici, on voit les différentes strates
piétons, les jardins, aussi les jardins avec des marais filtrants pour récupérer toutes les eaux de ruissellement ou les eaux qui s'égouttent de la ville, puis les filtrer avant que ces eaux-là atteignent l'océan, parce qu'aujourd'hui, bien, tout est évacué directement dans l'eau. C'est qu'on a voulu créer des filtres pour s'assurer que ce qui s'égoutte de la ville de Casablanca, bien, une fois rendu dans l'océan, l'eau est propre. Puis aussi mettre de la végétation, parce que c'est une ville qui n'a pas beaucoup de végétation. Il n'y a pas beaucoup d'eau, mais il n'y a pas beaucoup de végétation. Puis créer des endroits pour que ça devienne vraiment une destination pour la population locale. Bien évidemment aussi les touristes. Donc ici, c'est une extrémité, là, c'est plus le côté plage qu'on voit ici. Puis l'idée aussi, on ne voulait pas proposer trop de développements commerciaux, que ce soit résidentiel, hôtellerie, tout ça. C'est que c'est très limité comme commercial. Le projet, je n'ai pas les photos, est en construction. Il y a 50 de complété, puis le reste du projet devrait être complété dans 2 ans. Un autre projet, là, je vous présente des projets d'aménagement. En fait, c'est parce que une approche qu'on a mis de l'avant, puis dans laquelle je crois fermement, c'est l'approche multidisciplinaire. Puis nous, on appelle ça transdisciplinaire, c'est-à-dire de mettre les acteurs, les spécialistes de différentes disciplines ensemble pour trouver les meilleures solutions aux enjeux. Donc, par exemple, ici, ça, c'est un projet qui est en cours. C'est la piste de course de Woodbine, près de Toronto, qui est le plus grand terrain non développé près de Toronto actuellement. Puis, nous avons été mandatés pour développer le plan directeur de la piste. Et une des raisons pourquoi les clients de Toronto nous ont choisis, c'est pour l'approche transdisciplinaire, où est-ce qu'on a amené les spécialistes de toutes les disciplines pour réfléchir à qu'est-ce que devrait être cette nouvelle communauté-là. C'est que on voit ici la piste, puis vous voyez tout l'espace autour, c'est le travail de la piste, puis on sait aujourd'hui, les courses de chevaux, c'est plus ce que c'était. Donc, la piste va être évacuée, puis il faut refaire un nouveau développement. Donc, le concept, c'est d'avoir, autour de la piste, garder la piste, la trace, en faire un parc, développer une communauté autour et d'avoir une boucle verte, une ceinture verte qui permet aux gens de circuler avec aussi, ce qui est proposé, c'est un monorail électrique qui dessert l'ensemble du secteur pour éviter, puis limiter encore là, l'utilisation des voitures au maximum. Donc, on voit ici le plan avec la piste au centre, avec là qui devient le jardin central. Vous voyez une boucle autour qui est la boucle verte qui sert aussi, qui est une piste cyclable, qui est une piste piétonne, qui est aussi la piste de transport collectif qui dessert l'ensemble du quartier. Puis le concept de la ville, c'est une communauté qui est basée sur les services culturels et communautaires plutôt que commerciaux comme on voit habituellement. C'est qu'il n'y a pas comme de grands centres commerciaux. Il n'y a pas ces activités-là traditionnelles qu'on voit partout. C'est plus des espaces de diffusion culturelle, spectacles, aussi beaucoup d'espaces communautaires. Puis, ce qu'on voit juste en haut, il y a comme une place centrale, si on va plus loin, qui est la place centrale, qui est une place de diffusion où est-ce qu'il y aurait des spectacles, où les gens peuvent se rendre, qui devient le cœur de ce nouveau quartier culturel près de Toronto. Puis cette vue-là, mais c'est une vue du centre encore, mais c'est simplement de démontrer que la place de la voiture est confinée dans tout ça sur une petite voie de 5 mètres de large. Puis tout l'espace est donné aux piétons, aux cyclistes en priorité. Puis la voiture est vraiment traitée comme en dernier. Puis pour libérer la place pour tous les autres usagers. Ça, là, j'ai parlé de projet d'aménagement. Là, je vais parler plus de projet d'architecture. Ça, c'est un projet, je me sens un petit peu un imposteur parce que c'est le projet d'Éric ici, Éric Pelletier.
mais je l'aime tellement, ce projet-là. Puis je trouve tellement qu'il est représentatif de ce qu'on doit faire comme architecte. C'est que je me sens obligé d'en parler. C'est que c'est un objet, puis Éric il le décrit beaucoup mieux que moi, mais je vais le dire dans mes mots. C'est un objet qui est déposé délicatement entre un boulevard et une forêt et qui vient créer une zone de transfert pour les gens puis une zone de repos. Donc, ce n'est pas simplement une bibliothèque, c'est un lieu civique. On voit ici la rue, on voit la forêt, on voit le bâtiment qui a les toits verts qui est complètement... C'est comme si le parc se prolongeait à travers le bâtiment, puis les gens peuvent traverser le bâtiment sur le toit pour aller dans le jardin de l'autre côté, qui sert aussi les accès pour le projet. C'est à Ville-Saint-Laurent. C'était aussi ça, c'était un projet qui a été lauréat d'un concours. Puis, donc, c'est presque un anti-objet, un petit peu, puis totalement intégré dans cette zone-là qui est un peu périurbaine, qui n'est pas une zone très dense, mais qui permet un lieu de détente puis de réflexion. Là, on voit ici le projet avec les emmarchements qui amènent vers le jardin, avec la lumière, puis le traitement des espaces extérieurs, beaucoup d'espaces verts. En fait, c'est un bâtiment qui élimine presque totalement les îlots de chaleur. Puis, à l'intérieur, beaucoup de lumière. Puis, souvent, on se dit, mais comment on fait pour savoir qu'un bâtiment crée de la valeur pour nos clients? Mais c'est un exemple ici, c'est que cette bibliothèque-là, depuis qu'elle est ouverte, a quadruplé son achalandage. Aujourd'hui, les gens vont là, même s'ils ne vont pas lire un livre, ils vont là pour travailler, ils vont là se reposer, ils vont là pour consulter. C'est devenu un endroit de destination pour les gens de Ville-Saint-Laurent qui vont là pour toutes sortes de raisons, juste parce que c'est beau et c'est confortable. Et en même temps, bien, ils peuvent prendre un livre, ils peuvent être soumis à la tentation de lire. Donc, il y a quand même quelque chose de positif. Un autre projet en cours, c'est il y en a l'Oratoire Saint-Joseph à Montréal. L'Oratoire Saint-Joseph à Montréal, c'est un bâtiment qui a eu des heures de gloire avec le frère André, puis qui attire énormément de gens. Mais le folklore que les gens montent à genoux, là, je pense que c'est pas mal terminé. Puis, ils ont un enjeu maintenant parce que les gens ne montent plus en haut. Ils ne vont plus à l'oratoire. Donc, le projet était, on veut revitaliser l'oratoire, trouver une façon d'amener les gens à l'oratoire. Ce qu'on a proposé, c'est de créer un parcours pour l'usager qui a une expérience pendant l'ascension vers l'oratoire, une expérience sensorielle, visuelle, avec la lumière naturelle. Donc, dès l'entrée, c'est une entrée très, très sobre pour laisser derrière-plan la complexité de l'oratoire, la complexité architecturale de l'oratoire. Et on a installé un clocher comme élément signal vers où se dirige. Donc, les gens entrent sous terre. Donc, tout le projet est enfoui pour éviter d'avoir une construction majeure à côté de l'oratoire, puis de permettre d'avoir tous les jardins, l'espace vert. Puis, on a éliminé tous les stationnements, toutes les voitures, pour que ça soit complètement vert. Puis, il y aurait un autre stationnement un peu plus loin, mais l'idée, c'est de limiter les stationnements, favoriser l'accès par des moyens alternatifs. Puis là, on voit ici dans la coupe de la rue à gauche, avec le cheminement, la chapelle, on passe dessous la cloche. Et là, ici, il y a toute une expérience pour monter jusqu'en haut à l'oratoire. Donc, c'est ça. On voit ici la complexité de tout ce qui est souterrain, parce que c'est piéton, mais il y a aussi des escalateurs, des ascenseurs. Il faut que ça.
pour permettre aux gens qui ne veulent pas monter à pied de pouvoir se rendre quand même, puis de créer justement toutes ces expériences visuelles-là. Un autre projet, qui est encore un projet en cours, qui est toujours dans le même esprit de comment on est capable de réduire l'empreinte écologique. C'est quelque chose qui nous anime beaucoup dans tout ce qu'on fait. C'est que c'est à l'Université McGill, puis on voit, il y a le stade de football, puis derrière, vous voyez comme un espace vert, puis il y a la forêt, il y a la montagne, puis l'Université nous a demandé de regarder comment on pourrait construire un pavillon là, qui est un milieu très, très sensible, sur les flancs du Mont-Royal, dans un espace vert. Puis, comment on peut faire quelque chose? Puis, on essaie de proposer une solution où est-ce que le couvert végétal, l'environnement serait meilleur après le projet qu'avant le projet. Donc, le projet est construit comme c'était des courbes de niveau, puis qui permettent également l'ascension des gens vers la montagne et de la montagne vers la ville. Donc, on voit ici les premières esquisses du projet avec les toits verts. Donc, au niveau végétal, c'est encastré dans la montagne, puis les toitures servent de parcours pour être capable de relier la montagne avec le reste du campus. Une autre vue avec du terrain de soccer. Donc, de servir d'un projet pour créer une empreinte minimale, une empreinte écologique minimale, mais aussi donner une valeur aussi à la collectivité, c'est-à-dire de donner un accès à la montagne à travers le bâtiment, qui n'existe pas aujourd'hui. Un projet aussi ici à Québec, c'est le Grand Théâtre. C'est un projet que je trouve très intéressant pour plusieurs raisons. D'abord, c'est le projet, le Grand Théâtre a été conçu par Victor Prusse, qui malheureusement est décédé cette année. Et le concept, c'était qu'il y avait la salle qui était dans une enveloppe de béton fermé qui protégeait la salle. Puis là, il y avait un problème fondamental, c'est que le béton se détériore puis il tombe. Et on ne peut pas remplacer les panneaux parce qu'à l'intérieur, il y a l'œuvre de Jordi Bonnet. Donc, comment on peut arrêter la détérioration, faire des réparations en gardant l'œuvre intacte? C'est que la solution qui a été proposée, qui je trouve très intéressante, c'est de continuer l'idée de la salle avec l'enveloppe de béton qui protège la salle et créer une autre couche, comme des poupées russes, mais celle-ci en verre, qui permet de mettre le bâtiment existant à l'intérieur d'un écrin de verre transparent. Cet écrin, donc cette nouvelle enveloppe, ce qu'elle permet de faire, c'est d'arrêter la détérioration du béton parce qu'il n'y aura plus de pluie, puis il n'y aura plus de changement de température, et en même temps de laisser le bâtiment dans son état d'origine. On arrête le bâtiment dans le temps, la journée où est-ce qu'on vient le fermer, puis on le fige comme ça dans son état, puis il va rester comme ça, il n'y aura plus de détérioration. C'est que ça, on regarde les vues du bâtiment, c'est que simplement une paroi de verre très, très simple, assez complexe à réaliser parce que pour que le verre ait le moins pas de réverbération, mais d'effet miroir là, qu'on voit au travers, puis de créer les joints avec la structure la plus légère possible, encore là dans un cadre budgétaire fixe, qui est toujours la norme. Donc, c'est qu'on voit le projet, c'est ce qu'on est en train de faire. Puis, on voit ici, ici, c'est que la nouvelle peau, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vient cloisonner le bâtiment existant.
En hiver, cet espace d'air-là est tempéré parce qu'il est chauffé par le soleil le jour et la nuit est chauffée par les retours d'air du grand théâtre. Donc, ça améliore également l'isolation du bâtiment. Donc, on diminue les coûts de chauffage. Et en été, mais la chaleur qui est accumulée là peut être évacuée à l'extérieur, donc permet de tempérer cette enveloppe-là, donc de diminuer également les charges de climatisation. Ça améliore également l'acoustique et ça donne une solution au mur de béton qui est en train de se détériorer. On voit une photo là, assez récente, je crois, de la construction. Un petit peu plus loin, un autre projet qui était un projet de bureau. Puis la complexité, c'était de comment faire un projet de bureau qui représente l'entreprise qui est là. C'est une entreprise de construction. Et également sur l'autoroute, directement sur la 20. Donc, avec des enjeux de bruit, des enjeux de poussière, des enjeux de toutes sortes d'enjeux. Donc, le projet, ça a été de faire un édifice qui reflète un peu la nature de l'entreprise, c'est d'avoir différents matériaux, différents systèmes constructifs qui représentent la construction, mais créer tout ça organisé autour d'une cour intérieure pour que les vues, les espaces très ouverts, donnent vers le boisé, vers le jardin plutôt que l'autoroute. Donc, les vues principales sont de chaque côté, puis vers la forêt qu'on voit derrière plutôt que vers l'autoroute. On voit ici, très, très éclairé, parce que une des choses aussi pour les espaces de travail, c'est que la lumière naturelle est essentielle pour l'humain. Donc, on essaie de mettre le plus de lumière naturelle dans tous les projets parce que l'humain a besoin de stimuli, a besoin de différentiels de température, a besoin de vivre le soleil, la nuit, les différences. Puis ces stimuli-là qui rendent l'humain ce qu'il est, puis le rendent dynamique. Donc, de grandes fenestrations, ça aide à faire ça. Donc, c'est ça, on voit l'intérieur très, très lumineux. Un autre type de projet complètement différent, c'est un autre concours. C'était le MetLife à New York. Il y avait un concours de comment redonner une nouvelle vie à cet édifice-là. Parce que le MetLife, c'est l'ancien Pan-Am emblématique à New York, mais aujourd'hui, c'est un édifice qui est désuet. Donc, ce qu'on a proposé, c'est de créer, une ferme verticale complètement sur l'édifice. Donc, de créer que l'enveloppe du bâtiment devienne une ferme qui serve à faire pousser des fruits et légumes et que ces fruits et légumes-là soient vendus au marché local. Il y a un marché public juste à côté du bâtiment, soient vendus dans les étals du marché public, donc directement dans la communauté pour aussi d'une façon de dire, de réduire la distance de transport entre le produit et l'usager. C'est très, très réduit. Puis, ce qui était, c'est encore là, c'est un peu la même stratégie que le Grand Théâtre, c'est-à-dire de créer une nouvelle peau vitrée à l'extérieur du bâtiment existant, mais cette fois-ci en ajoutant des planchers pour permettre à la végétation, aux fruits et aux légumes de pousser. Donc, ce qui permet, de réduire l'ensoleillement, réduire la chaleur dans les espaces de bureau, donc réduire la capacité. En fait, on proposait de faire un bâtiment net zéro énergie, où est-ce qu'on allait créer l'énergie nécessaire qui était consommée par des cellules photovoltaïques qui est principalement, dans l'édifice à bureau aujourd'hui, générée par l'utilisation des ordinateurs.
Donc, de créer l'énergie nécessaire pour les ordinateurs, limiter la consommation par la climatisation puis le chauffage, et d'avoir un système de verre sur 2 étages par convection pour que les plantations servent également pour filtrer l'air, pour minimiser le taux de CO2 d'un bâtiment. Dans les édifices à bureaux, un des plus gros fléaux, c'est le CO2. Traditionnellement, les édifices ont fait que le matin, pendant toute la nuit, on chargeait l'édifice d'air frais. Puis là, les systèmes ne produisent pas suffisamment d'air frais pour les usagers pendant le jour. Donc, en après-midi, on a beaucoup de CO2 dans la majorité des édifices. Puis quand les gens disent « Ah, je m'endors, j'ai trop mangé », c'est pas parce qu'ils ont trop mangé, c'est parce qu'il y a trop de CO2, mais ils ne le savent pas. Donc, de trouver une façon de réduire le CO2 par l'utilisation de la végétation, la biophilie. Ça, c'est un projet en construction. C'est une approche qui est différente. C'est une solution qu'on a proposée à un développeur pour créer en densité une nouvelle façon de faire une ville verticale. C'est-à-dire, c'est un projet à Montréal. Ici, on voit le site. À gauche, c'est la caisse de dépôt. Là, on le voit en bleu pâle. Là, c'est un terrain, c'est un stationnement. C'est la première chose, c'est éliminer le stationnement. Puis de faire un projet où est-ce qu'on a réellement un projet intégré, mais une ville verticale. Je pense que le projet a 44 étages. Puis c'est de créer un symbole en ligne avec la place Jean-Paul Riopelle qui est juste devant. Si on va prochain. Oh, non, la prochaine. Donc, on voit en bas la sculpture de Daudelin, la caisse de dépôt à gauche. C'est la place Jean-Paul Riopelle. Puis le bâtiment qui se développe là avec un bâtiment qui a une façade la plus petite possible. À gauche, on voit un espace public puis qui traverse le site pour relier le haut de la ville avec la place. Et dans ce bâtiment-là, on retrouve plusieurs usages. Il y a du bureau, il y a un hôtel, il y a du logement locatif, il y a du condo, il y a du commerce, puis il y avait une école. Malheureusement, l'école a disparu parce que la commission scolaire et le gouvernement n'ont jamais réussi à s'entendre. Puis ça aurait été superbe de pouvoir mettre une école en plein centre-ville parce qu'il manque d'écoles. Puis on essaie d'attirer les familles au centre-ville. Puis il n'y a pas d'école. Puis les commissions scolaires et le gouvernement, mais pour faire une école, ça prend un terrain de cette dimension-là avec un bâtiment comme ça, avec des cours en asphalte pour que les enfants aillent jouer sur l'asphalte. Puis ils n'ont pas pensé à changer les normes pour s'adapter à la réalité d'aujourd'hui. C'est que finalement, l'école a disparu, que je trouve dommage, mais quand même qu'il reste, c'est un projet qui a beaucoup d'usages et tous les usages sont verticaux, un par-dessus les autres, et sont intégrés à travers les circulations pour partager les espaces communs. Donc, c'est que ce soit des espaces de rencontre, les espaces de gymnase, les espaces de bibliothèque, beaucoup d'espaces communs, comme c'était une ville, sont dans le bâtiment, sont accessibles par tous les usagers. Les gens peuvent maintenant, avec leur téléphone intelligent, réserver une salle, commander du restaurant de l'hôtel, aller trouver quelqu'un pour faire marcher son chien, trouver quelqu'un pour garder ses enfants, parce qu'il y a une mixité. L'idée, c'est d'avoir une mixité de plus jeunes, de plus vieux, des mixités de produits pour que les gens qui sont plus âgés aident les plus jeunes parce qu'ils ont plus de disponibilité, peut-être en allant chercher l'enfant à la garderie, puis en marchant le chien des autres. Puis les plus jeunes aident les plus vieux à faire l'épicerie. Donc, avec un système d'application, tout le monde a accès à tous ces services-là, puis ils partagent toutes les fonctions. Donc, en fait, c'est le premier village vertical, en fait, au Canada, on n'a pas vu d'autres, qui permet de cohabiter l'ensemble des fonctions, travail, vivre, manger, consommer
dans un espace à très, très haute densité. Là, on voit ici en haut, c'est du résidentiel, du condo. La face qu'on voit un petit peu plus basse à gauche, ça, c'est la façade de l'édifice à bureaux. Ça, c'est du côté nord, c'est l'ouverture sur la place qui relie la plage Paul Riopelle avec le haut de la ville. Je vais vous laisser sur... Bien, je ne vais pas vous laisser, là, mais je vais vous présenter un dernier projet qui est assez représentatif de ce qu'on tente de faire. C'est de trouver des solutions novatrices à des enjeux. C'est la proposition qu'on a faite à Aéroport de Montréal pour solutionner les enjeux actuels qui sont un problème de capacité, un problème de signature et un bâtiment existant. Ceux qui sont passés à l'aéroport de Montréal connaissent le bâtiment des années 50 que certains voulaient démolir, mais qu'on a convaincu l'aéroport que c'était préférable de le conserver parce que c'est emblématique. Mais il fallait trouver encore là une façon de le préserver parce qu'il est en mauvais état. C'est qu'on a utilisé, devinez quelle stratégie, on a mis un écrin devant. Puis, également de régler les problèmes de transport, d'accès, mais également d'îlots de chaleur. Parce qu'un aéroport, ça consomme énormément, évidemment, d'énergie à travers les avions, mais à travers les espaces de stationnement et les voitures qui sont là, ça crée des îlots de chaleur énormes. C'est qu'on leur a proposé une solution pour régler l'enjeu des îlots de chaleur, travailler les stationnements pour qu'à terme, on pense qu'on va avoir moins de véhicules, qu'on va avoir les véhicules partagés, les transports collectifs, les voitures autonomes. On va avoir moins besoin d'espaces de stationnement. Donc, trouver des solutions pour que les espaces de stationnement puissent être transformés en d'autres usages dans les 10, 15, 20, 50 prochaines années pour créer un ensemble puis permettre le développement de l'aéroport pour les 30 prochaines années. Donc, la vidéo que vous allez voir là aussi, c'est une vidéo que nous avons faite à l'interne pour Aéroport. Et le résultat du projet est un travail transdisciplinaire avec l'architecture du paysage, le design urbain, le branding graphique. En fait, beaucoup de gens, même la structure, vous allez voir, il y a des enjeux structuraux, pour trouver une solution intégrée à un problème très complexe. C'est que je vous présente ça.
Donc, le projet est annoncé la semaine dernière officiellement, c'est que je peux le présenter. Puis, comme je disais, c'est que ça reflète un peu l'approche transdisciplinaire. On va jusqu'à aider notre client à faire la mise en marché. Il y a 35 ans, j'étais un finissant, heureux de graduer, impatient de pratiquer. Aux finissants ici, vous les finissants, les architectes de demain, les créateurs de nos futurs environnements, restez curieux, restez humbles, trouvez votre passion et poursuivez vos rêves. La vie est courte, vivez-la à fond. Merci. Je voudrais vous remercier pour la qualité de la présentation que vous nous avez faite aujourd'hui. C'est une présentation de conférence qui était particulièrement inspirante pour les futurs architectes de demain. On va donc poursuivre la conférence avec une courte période de questions. Je vais donc briser la glace et ensuite de ça, ceux qui voudraient poser une question pourraient me faire un signe de la main, comme ça je vous passerai le micro. Ma question est donc la suivante. Vous nous avez présenté des projets que vous avez faits tout d'abord à l'étranger pour ensuite nous ramener au Québec avec des projets que vous avez faits ici. J'aimerais savoir comment votre vision de l'architecture s'est transformée au travail fait à l'étranger. Comment votre vision de l'architecture faite au Québec s'est transformée avec le travail que vous avez fait à l'étranger? Je dirais tout d'abord l'approche que nous avons comme Québécois à l'étranger est très différente de l'approche impérialiste que les Américains, les Britanniques ou les Français vont avoir. Nous, par notre passé au Québec, on est beaucoup plus à l'écoute des gens. Donc, lorsqu'on est à l'étranger, on écoute beaucoup plus les besoins, on est plus préoccupé par la façon dont les gens vivent. On n'essaie pas d'imposer des solutions, on essaie de travailler avec eux pour trouver des réponses. Puis ça nous a permis d'avoir un certain succès. Puis aussi, c'est ce qui nous a permis ici au Québec, à travers les années, puis au Canada, de développer une approche qui est plus à l'écoute du client, mais aussi à proposer des solutions auxquelles le client n'avait pas pensé. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on pouvait oser. Le projet d'aéroport, la commande, ce n'était pas de faire ça. C'est de trouver une solution à la façade de l'aéroport existant. On leur a proposé une solution pour la façade existante. On leur a proposé une autre solution. Puis on a proposé une solution plus globale pour régler plus d'enjeux. Ils ont choisi la solution plus globale. Donc, et ça, c'est des choses qui nous ont venues lorsqu'on travaille à l'étranger, d'oser à proposer des trucs qu'on se dit, de toute façon, s'ils ne choisissent pas, ce n'est pas grave parce qu'on est des étrangers. Donc, ça nous a permis d'être plus audacieux. Merci beaucoup. Y aurait-il une autre question? Bon, s'il n'y en a pas, je vous demanderai d'applaudir chaleureusement M. Lemay. J'imagine que vous êtes... J'imagine que vous avez tous très hâte de faire le tour des projets présentés lors du vernissage. Je vous inviterai quand même, en vous rendant au vernissage qui va avoir lieu au 3e et 4e étage de l'école, à traverser, à explorer en fait l'exposition qui a été mise en place par Lemay dans la salle Jean-Marie Roy, qui est tout juste à l'entrée de l'école. Pendant la soirée, vous allez avoir l'agréable surprise de découvrir plusieurs petites stations où on va vous servir du vin et des bouchées, histoire d'agrémenter la soirée histoire d'agrémenter les discussions autour d'un peu de vin et d'un peu de nourriture. Tout au long de la soirée, vous aurez aussi l'occasion de voter pour le projet étudiant qui vous plaît le plus.
Le projet qui dénombrera le plus de votes à la fin de la soirée se verra remettre le prix du public. À cet effet, on va vous remettre des billets, des coupons de vote à votre sortie de la salle juste ici. Et je vais vous demander en fait de remettre le coupon à l'entrée lors de votre retour à la chapelle à 8 heures pour la remise des prix et bourses. Donc, je vous souhaite de passer des beaux moments au vernissage, puis on se revoit à 8 heures. Merci beaucoup tout le monde.